Dans le cadre de cette troisième capsule, on a la chance d'avoir avec nous 3 gestionnaires. Donc ici, on a André Boudreau, qui est directeur à l'organisme Cétacé et qui se spécialise dans l'intervention auprès des hommes dans l'Est du territoire. On a M. Luc Laforêt, qui lui est directeur à l'organisme Trajectoire Homme du KRTB, qui aussi se spécialise dans l'intervention auprès des hommes, mais dans l'Ouest du territoire. Puis on a aussi Frédéric Audibert, qui est coordonnateur des services dans la communauté pour la direction des programmes santé mentale et dépendance au CIS du Bas-Saint-Laurent. Notre capsule d'aujourd'hui poursuit 3 objectifs, c'est-à-dire mieux comprendre de quelle façon les caractéristiques de la masculinité peuvent faire obstacle au processus de la demande d'aide, amorcer une réflexion sur l'adaptation des services à la clientèle masculine, et puis aussi, on veut identifier des pistes d'adaptation à mettre en place dans les programmes et services auxquels vous êtes rattachés. Donc, si on se souvient, à la capsule 2, on avait vu les contradictions qu'il pouvait y avoir entre les exigences de la masculinité puis les requis rattachés à la relation d'aide. Donc, on voudrait comprendre aujourd'hui ce qui peut faire obstacle à la demande d'aide par rapport à ces contradictions-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces obstacles-là? Bien, si on fait un lien un petit peu avec la capsule précédente, c'est souvent un ensemble de micro-éléments qui vont permettre de venir améliorer soit la réceptivité lors de la demande d'aide des gars, puis qui vont permettre aux gars de se reconnaître et de se sentir à l'aise là-dedans. Ces actions-là, souvent, ils demandent juste des ajustements mineurs dans ce qu'on fait déjà. Il y a beaucoup de qualité dans ce qui se fait dans l'intervention, mais comment on peut avoir une pensée homme dans le fait de recevoir un client qui va être un homme. On peut donner à titre d'exemple, souvent les hommes, on va s'attendre d'eux, qu'ils soient autonomes dans leur processus de demande d'aide. Souvent, ils ne savent même pas pourquoi ils rencontreraient un intervenant. Ils ne comprennent pas encore en quoi ça pourrait être intéressant puis aidant de rencontrer un intervenant. Donc, déjà, on peut ouvrir une possibilité que la référence ou la demande elle vienne d'un proche, que ce soit la conjointe, un ami, puis oser, dans notre réception de cette demande-là, être ouvert à cette alternative-là. Puis ce qu'on voit, c'est quand même plus d'une quarantaine de pourcents, suite à un sondage qui a été réalisé, plus de 40% des hommes trouvent aidant et facilitant le fait que ce soit un proche qui fasse la demande pour eux. Puis plus de 45% des hommes trouveraient ça aidant d'être accompagnés lors de la première rencontre. Cet accompagnement-là, elle ne veut pas dire que l'accompagnateur doit participer à toute la rencontre, mais souvent, c'est le premier 5 minutes, 10 ou 15 minutes pour briser la glace, puis que cet homme-là se sente à l'aise. Et puis là, on va pouvoir amorcer un processus de demande d'aide. Puis aussi, par exemple, un homme, des fois, qui ne vient pas à la rencontre, on s'attend qu'il va nous rappeler. Non, il faut que ce soit nous autres qui rappellent en tant que tel. Il faut faire preuve de souplesse, faire ça au rendez-vous manqué, entre autres. Souvent, on va attendre que le gars rappelle, et il ne le fera pas. En tant que tel, il ne le fera pas de lui-même, souvent. Puis ça va peut-être de façon contradictoire avec l'image qu'on a du gars qui est fier, qui est indépendant, tout ça. Mais souvent, les gars, quand ils décident, ou pas qu'ils décident, mais qu'ils veulent ne pas appeler, finalement, ils vont se dire souvent, bien, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? J'ai pas été à ma première rencontre et tout ça. Fait que si c'est nous autres qui fait les démarches pour le contacter, ça va juste être facilitant, puis ça va être aidant aussi pour l'homme en question, là. J'oserais aussi ajouter tout l'élément, parce qu'on parle beaucoup de demande d'aide, peut-être psychosociale, mais aussi la demande d'aide au niveau physique du médecin, avec l'accompagnement de la conjointe, du conjoint qui demande de l'aide au niveau physique est aussi importante. Là. Puis les médecins ont une bonne tendance, suite aux résultats des évaluations, de rappeler l'homme suite aux résultats des examens qui ont eu lieu. Là. Excellent. Puis selon votre expérience, comment est-ce qu'on pourrait transformer ces obstacles-là en opportunités, finalement? Bien, c'est un peu le début de la réponse de tantôt, ce qu'André mentionnait. C'était, on ne faut pas s'attendre on ne demande pas à personne de transformer, faire une transformation majeure. On en fait déjà beaucoup de choses. Ce qu'on veut, c'est vraiment porter y aller par petits pas, puis des petites modifications, soit dans notre offre de service, dans notre approche, tout cet aspect-là. Puis en s'inspirant aussi des bonnes pratiques là, associées à la demande d'aide des hommes, là, associées à ça.
Il faut aussi se questionner peut-être à 3 niveaux. Au niveau organisationnel, qu'est-ce qu'on peut faire? Au niveau de l'offre de service, qu'est-ce qu'on peut adapter dans notre offre de service? Puis dans l'intervention clinique qu'on fait auprès de l'homme. Au niveau organisationnel, à titre d'exemple, il y a peut-être juste au niveau de la salle d'attente. Comment que la salle d'attente est arrangée? Est-ce que c'est confidentiel? Qu'est-ce qui traîne sur les bureaux? Y a-t-il des revues qui parlent davantage d'hommes? Une revue de l'actualité, une revue, un journal sportif, une revue en lien avec les autos, les affiches associées à ça. Il y a tout aussi la rapidité avec laquelle on va demander, on va répondre aussi. Souvent, l'homme ou le gars peut se présenter, il n'y a pas nécessairement de rendez-vous, mais l'accueil qui va se faire auprès de la réceptionniste va être essentiel. Juste à l'écouter, tempérer, je vous donne un prochain rendez-vous dans 2 jours, dans 24 heures, va faire toute une différence associée à ça. Puis aussi le niveau de priorité en fonction des caractéristiques masculines, où on sait que l'importance, quand que le gars vient demander de l'aide, c'est là, ici, maintenant. Qu'il faut lui donner. Il y a le volet aussi l'intervention clinique. Fait qu'au niveau de l'offre de service, des fois, moi, je me questionne qu'est-ce qu'on pourrait faire. Dans ce contexte-là de l'offre de service, là, déjà, là, c'est quelque chose qui s'est expérimenté là, dans les dernières années, mais dans le cadre des cours prénataux, entre autres, ce qui se faisait dans la Métis, puis à Rimouski, les équipes ont choisi d'ajouter un volet homme où l'intervention se ferait par, dans ce cas-ci, nous, donc un organisme qui travaille déjà auprès des hommes. Fait qu'on a rajouté un volet dans la série des rencontres prénatales. Il y a un moment où on prend les hommes à part, puis avec eux, on fait une réflexion sur ce qu'ils sont en train de vivre dans la paternité. C'est que tout le processus des rencontres prénatales est demeuré le même. Bien entendu, on a dû adapter ces 3 heures-là. Fait qu'ils ont fait un choix d'adresser quelque chose qui interpellait plus les femmes dans ce moment-là, puis qu'elles pouvaient aborder seules ou entre elles. Puis de notre côté, avec les gars, on a vraiment pris le temps de faire une réflexion, leur donner un moment d'échange, de réflexion sur la paternité en devenir. Puis c'est sûr que sur le coup, les gars se demandent bien pourquoi ils sont venus à cette rencontre-là, vu qu'ils ne seraient pas avec le blonde. Mais en même temps, plus on avance dans le moment de cette rencontre-là, plus les gars se demandent pourquoi il n'y a pas plus de rencontres où il y a un temps qui leur est consacré à réfléchir sur ce qu'ils vivent. C'est important, là, le bébé, le blonde qui est enceinte, mais c'est aussi important qu'il y ait un temps pour se questionner. Fait que cette adaptation-là, ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a été mis au niveau du CIS pour dire, OK, on va s'adresser aux gars. Au-delà de le dire, là, on lui donne un moment. Puis tu parlais de l'intervention clinique aussi. Moi, je pense que quelque chose qui est important, c'est de faire des références personnalisées. Ouais. Avant, je donnais comme exemple, nous autres, à Trajectoire Homme, avant, ce qu'on faisait, on disait, c'est la responsabilité du gars de nous contacter. On voulait le responsabiliser. On se rendait compte qu'on perdait des hommes. Il y a des hommes qui ne faisaient pas la démarche. Fait qu'à présent, ce qu'on dit, c'est l'homme est devant vous autres, il veut faire une démarche, faites-la avec lui. Prenez le téléphone, faites le premier appel avec lui. Des fois, c'est peut-être juste un petit coup de pouce, ça lui prend pour entamer sa démarche ou continuer son processus aussi. Puis une autre affaire aussi, souvent, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est le gars, quand il s'exprime, des fois, ça peut être un petit peu raide. Ça peut être un petit peu agressif. Et donc, il faut s'adapter aussi à son langage. Il faut être capable aussi de démystifier c'est la différence un peu entre la colère et la violence aussi. Le gars s'il vit de la peur, de la peine, peu importe le sentiment ou l'émotion qu'il va vivre, ça risque de sortir raide. Fait que si on confond ça, on va dire « Hey, il est violent face à moi ». Non, c'est sa façon à lui de dire « Regarde, j'ai besoin d'aide aussi. » Comment qu'on peut faire minimiser cette agressivité-là qui ressort lors de la demande d'aide, cette inquiétude-là, la peur, la crainte? Comment qu'on peut la faire diminuer si je me mets à la place d'une réceptionniste qui accueille un homme comme celui-là? Il faut prendre le temps d'écouter ce qui se nomme. Puis souvent, il n'y a pas des propos menaçants. Le ton nous semble menaçant, mais pas le propos. Okay. Et puis, on peut questionner pas de façon jugeante, mais vraiment, écoutez, j'entends, vous n'avez pas de l'air de bonne humeur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous vivez? Puis souvent, ce qui va traduire, c'est comme tu le nommais, Luc, une peine, une peur, mais il vient chercher de l'aide. Souvent, il y a une partie de la difficulté qui est liée à l'expression de ce qu'il vit. Il n'a pas fait la démarche, là, il l'entend. On espère qu'après quelques rencontres, on sera dans un ton qui correspond davantage aux besoins. Mais il faut être attentif à ne pas subir. On ne peut pas accepter la violence dans la relation d'aide, c'est bien entendu. Mais avec les gars, il faut comprendre que ce processus-là, cet élément-là de l'agressivité et de la colère, il joue un rôle
Le gars, là, il a la chienne de venir nous rencontrer. Là. Ça fait que ça se peut que ce soit juste ça qui l'amène à réagir de façon un peu trop agressive dans sa demande. Là. C'est le genre de choses qui prend quand même beaucoup de place. Là. Ouais. Je sais que vous abordez un volet dans la formation Intervenir auprès des hommes à ce niveau-là. Puis il y a un outil aussi qui a été développé par le pôle d'expertise et de recherche spécifiquement pour être en mesure de distinguer la violence versus la colère. Donc, il y a quand même de la formation qui peut être offerte là, aux intervenants pour qu'ils puissent distinguer ce qui parfois peut faire un peu plus peur. Là. Exactement. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs possibilités d'adaptation, même mineures, mais qui pourraient faire toute la différence, puis faire en sorte que les hommes se sentent à l'aise de venir demander de l'aide. Puis pour les gestionnaires qui se questionnent à l'heure actuelle, qui ne savent pas par où commencer, ce serait quoi, selon vous, le point de départ pour amorcer une adaptation des services? Bien, le point de départ, si je parle à mes collègues gestionnaires du réseau de la santé, mais pour n'importe qui, je pourrais même dire un cabinet dans un GMF, peu importe, c'est de regarder qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait qui est bénéfique auprès de cette clientèle-là. Fait que déjà là, cibler peut-être deux, trois éléments de positifs associés à ça. Peut-être de se dire, mais qu'est-ce qu'on ne fait pas aussi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis ça, on peut le faire. On parle, ben oui, c'est pas juste au gestionnaire, mais c'est à l'ensemble de l'équipe de travail qui peut le faire en équipe, en impliquant aussi les hommes. Qu'est-ce qu'on peut adapter dans notre réponse? Quel outil qu'on peut utiliser? Quel outil pratico-pratique qu'on peut donner? Un pamphlet, un dépliant associé à ça, en invitant des gens comme nos organismes experts dans la région en venant nous former. On a mis en ligne là, ici, sur le site web du CIS, dans zone professionnelle, une grille là, qui permet d'avoir cette réflexion-là. Donc, c'est un élément. Puis aussi, bien entendu, là, s'inspirer du guide là, au niveau de l'adaptation des services à la clientèle masculine à laquelle on peut aussi s'inspirer. Mais je pense qu'il faut aussi avoir le pouls puis sonder nos hommes là, associés à ça. Puis moi, ça me fait penser au fait qu'on a déjà eu ces discussions-là, puis que vous me disiez, ce qui est important aussi, c'est de se re-questionner année après année pour voir si ce qu'on a mis en place fonctionne, puis si on ne peut pas aller encore un peu plus loin. Donc, on peut même voir là, dans les dernières années, là, il y a eu vraiment une augmentation de la demande d'aide chez les hommes, puis une augmentation dans la référence aussi qui est faite des partenaires. Puis, je ne sais pas, dans les 3 dernières années, on a dû réadapter au moins à 3 reprises notre façon de recevoir les demandes. On reçoit plus de demandes, comment on va faire pour y répondre? Tu le nommais, Frédéric, il y a un besoin de répondre rapidement, puis en même temps, il y a la contrainte de ce qu'on peut faire. Ça fait que dans cet objectif-là, on s'est dit, OK, il faut rencontrer les gars rapidement, mais là, on n'était pas en mesure d'offrir un suivi rapide. Ça fait que, OK, on va revoir à nouveau notre processus, comment on peut à la fois améliorer notre réception, pas échantillonner, mais qualifier le risque dans la demande d'aide. Tu sais, les enjeux du risque de violence, du risque d'homicide, du risque de suicide, c'est des enjeux qui sont présents, qui sont existants. Ça fait que, oui, on tient compte du moment où la demande est faite, puis du moment où on va rendre le service, mais ces éléments-là, la séparation, c'est un facteur de risque. Ça fait que, comment on peut tenir compte de ça, puis qu'on peut se réajuster, puis il faut oser se re-questionner. Puis on le met tout à l'heure, on n'est pas dans retransformer l'organisation à chaque fois, mais OK, adaptons quelque chose. On n'atteint pas notre objectif de mieux répondre, de répondre plus rapidement. Ça fait que, je pense qu'il ne faut pas avoir peur justement de le mettre sur la table 2-3 fois par année, de le refaire 2-3 fois par année, avec l'équipe au complet aussi. Je pense que c'est quelque chose d'important aussi, comme tu disais un peu, de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, de se réévaluer aussi. Puis je pense qu'on le fait pour le bien des gars aussi. Là. C'est pour ça que je dis qu'il faut impliquer nos usagers, les hommes qui demandent de l'aide, parce que ce qu'ils nous disent, pour les avoir déjà sondés, c'est ici et maintenant qu'on a besoin. Fait que faut tout le temps avoir le souci que ce soit le médecin, un professionnel autre, physio, ergo, un intervenant social, psychologue, dire, quand il part de mon bureau, est-ce qu'il y a un outil qui va faire en sorte qu'il va aller mieux, cette personne-là, puis elle va se sentir plus en sécurité. Fait que ça, je pense qu'une réponse immédiate, quand on dit une réponse immédiate avec un outil concret, c'est ça. Lui donner. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric, Luc, André. Merci. Donc, c'est ce qui conclut notre 3e capsule d'aujourd'hui. On vous invite à poursuivre votre réflexion, à regarder ce que vous faites déjà, mais les zones aussi pour lesquelles vous pourriez aller un peu plus loin puis prioriser une action à mettre en place dans la prochaine année.
Pour faire ça, bien, en fait, vous pouvez aller sur le site web du CIS du Bas-Saint-Laurent dans la zone professionnelle. Il y a différents documents, des guides, des outils qui sont mis à votre disposition pour vous accompagner dans cette réflexion-là. On vous invite à la faire entre gestionnaires, mais aussi avec vos équipes de travail. Puis évidemment, bien, on vous invite à rester à l'affût parce qu'il y a d'autres capsules qui suivront, qui auront différents thèmes, l'accès aux soins de santé et aux services sociaux, des outils qui ont été développés par le pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes et les ressources qui sont disponibles dans la région. Merci beaucoup.